Une fois que Loïs aura lancé Facebook, je pourrai commencer. Top 1. C'est bon. Alors, merci à toutes et à toutes d'être présents. Merci aux intervenantes et aux intervenants qui nous font l'honneur d'être présents ce soir et que je vais présenter dans quelques minutes. Merci d'être là parce que d'autant plus que la semaine dernière, j'ai dû reporter ce webinaire à la dernière minute et je m'en excuse. Heureusement, les négociateurs britanniques et européens ont décidé de prolonger les négociations post-Brexit pour que ce webinaire reste pile poil dans l'actualité, je vais dire. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Ce soir, nous allons parler donc du Brexit, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis 2016, suite au référendum organisé au Royaume-Uni. Après une première vague de négociations, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier. Mais en réalité, peu de choses ont changé depuis le 31 janvier. Les Britanniques ne siègent plus dans les institutions européennes, mais la grande majorité des lois continuent à s'appliquer comme si de rien n'était. C'est le cas du sujet de la pêche dont nous parlons ce soir. Les règles de la PCP, la politique commune de la pêche, s'appliquent encore jusqu'à la fin de la période de transition prévue le 31 décembre prochain. Depuis le 31 janvier, il y a des négociations qui sont en cours et qui doivent aboutir à un accord global entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces négociations ont avancé, mais elles coincent encore sur quelques sujets. Or, la pêche fait aujourd'hui partie de ces derniers sujets qui posent problème. On essaiera de comprendre pourquoi ce soir. On va essayer d'explorer les différents scénarios. Qu'est-ce qui serait un bon accord? Quelles seraient les conséquences d'un accord en demi-teinte? Et qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas d'accord du tout? Le Royaume-Uni possède des eaux qui sont très poissonneuses, dans lesquelles pêchent de nombreux pêcheurs européens, dont des pêcheurs français. Les conséquences d'un accord ou de l'absence d'un accord sont donc importantes, tant pour les pêcheurs, pour les régions côtières et aussi pour l'environnement marin. C'est ce qu'on va parler ce soir avec les 4 intervenants que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, nous avons Justine Guigny. Vous travaillez pour le bureau Europe de BirdLife, une ONG internationale spécialisée dans la protection de la biodiversité, dont la Ligue pour la protection des oiseaux. Vous êtes chargée des politiques internationales de biodiversité. Nous avons Stéphane Pinto, qui est patron de pêche basé à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français situé au bord de la Manche, et qui fait face aux côtes britanniques. Vous pêchez la sole au filet et avez été vice-président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. J'étais dans votre région il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas pu passer à Boulogne-sur-Mer. Nous avons Sarah Denman, vous travaillez pour l'ONG britannique Clean Earth. Votre organisation, elle est composée de juristes. Elle est spécialiste des politiques environnementales. Vous êtes juriste et travaillez sur les impacts du Brexit pour l'environnement, notamment sur le cadre légal qui se dessinera pour la pêche britannique. Et ensuite, nous avons Philippe Lamberts, qui est élu pour le Parti écolo en Belgique. Tu es coprésident du groupe Vert ALE au Parlement européen. Dans le cadre de tes fonctions au Parlement européen, tu sièges notamment au sein de la Task Force pour le Brexit, qui suit l'avancée des négociations. Alors, on va parler de l'état des lieux des négociations et pourquoi la pêche coince en fait. Philippe, tu nous rejoins ce soir et merci parce que la semaine dernière, on a dû annuler et je sais que ton emploi du temps est chargé. Donc, tu nous rejoins ce soir pour nous donner quelques mots introductifs sur l'état des négociations et participer à la discussion. L'Union européenne l'a dit et répété, elle souhaite négocier un accord global qui inclut la pêche, le commerce, les droits des citoyens, la libre circulation, etc. Donc la pêche, c'est pas un sujet isolé. Tu suis les négociations pour le groupe des Verts, donc je voudrais savoir globalement où en est-on. Penses-tu que nous aurons un accord global? Je te donne dès à présent la parole pour que tu nous donnes le contexte général des négociations. Merci Caroline. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Tu m'aurais posé la question il y a 4 semaines, je t'aurais dit il n'y aura pas d'accord. Parce que l'impression qui ressortait des différents mouvements du gouvernement britannique
indiquait que ce gouvernement, en réalité, ne voulait pas d'accord. Et j'en veux pour preuve, d'une part, la présentation de la loi sur le marché intérieur britannique qui explicitement annonçait que le Royaume-Uni se réservait le droit, en fait, de ne pas respecter l'accord de séparation adopté il n'y a pas même un an et négocié par le gouvernement en place, donc même pas par un gouvernement précédent. Provocation majeure qui ne pouvait être comprise que d'une seule manière du côté européen. Le gouvernement britannique n'est pas digne de confiance. Par ailleurs, autour du sommet européen de la mi-octobre, Boris Johnson, comme il avait annoncé, a annoncé que de son point de vue, il n'y avait pas de progrès, donc il ne voyait pas la nécessité de poursuivre les négociations. Il faut dire qu'il a été un peu aidé dans cette déclaration un peu matamoresque par le Conseil européen qui lui-même n'a pas échappé à l'excès en faisant des déclarations, et Macron en est coutumier, selon lesquelles toutes les concessions devraient venir du côté britannique. J'ai envie de dire que lorsque vous négociez de bonne foi, et je dirais en particulier si c'est vrai que vous tenez la brise haute à votre partenaire de négociation, vous ne le dites pas. Vous abstenez de le dire pour éviter de le provoquer et pour lui permettre, le jour où il y a un accord, de sortir de cet accord la tête haute, même si 90% des concessions auront dû être faites par ce partenaire. Toujours est-il que Boris Johnson a donc suspendu les négociations, annoncé que ça ne servait à rien que Michel Barnier ne revienne à Londres. 5 jours se sont écoulés jusqu'au moment où Michel est venu parler en plénière et a fait un discours sur l'état de la négociation. Dans ce discours, il a placé une phrase qui disait « Il est évident que les deux parties devront faire des concessions ». Déclaration dont le négociateur britannique David Frost s'est emparé pour dire que là, c'était un fait majeur et que ça autorisait le gouvernement britannique à relancer les négociations. On voit bien que à ce moment-là, le gouvernement britannique s'est accroché à peu près n'importe quoi pour expliquer qu'il s'est marche arrière. Et à ce moment-là, j'ai commencé à croire que le gouvernement britannique voulait un accord, et je le crois d'autant plus depuis ce qui s'est passé fin de semaine dernière, puisque vous savez que Boris Johnson a la réputation de régner en laissant gouverner son bras droit Dominic Cummings, qui est un nationaliste anglais brexiteur évidemment forcené, qui, je pense, fait partie de ceux qui ne veulent pas d'accord avec l'Union européenne. Or, vendredi dernier, Dominic Cummings a été viré sans ménagement par le Premier ministre, levant par là même un obstacle majeur au sein de son équipe rapprochée. Ceci dit, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Si un obstacle est levé, ça ne veut pas dire pour autant qu'un accord sera trouvé, parce que David Frost, le négociateur, fait partie aussi des nationalistes anglais, hard Brexiters, et donc a priori pas tenté par un accord, mais il faudrait croire que, vu le contexte en particulier du Covid au Royaume-Uni, vu la nécessité aussi pour Boris Johnson de conserver les circonscriptions précédemment travaillistes dans le cœur industriel du Royaume-Uni, il n'est peut-être pas de très bonne loi de refuser un accord avec l'Union européenne, autrement dit un accord, enfin, une absence d'accord qui aurait des conséquences économiques qui s'ajouteraient aux conséquences dramatiques du Covid. Donc, on pourrait penser que le gouvernement britannique s'apprête à conclure un accord avec l'Union européenne, mais comme tu le disais, Caroline, tous les points extrêmement durs de la négociation restent encore à trancher. Ce n'est pas étonnant, évidemment, que ces points sont conservés pour la fin. Il y a là-dedans, je dirais, un paquet qui est le paquet qu'on appelle level playing field, c'est-à-dire le paquet qui veut éviter que l'Union européenne et le marché intérieur ne s'ouvrent à une concurrence déloyale venue du Royaume-Uni. Donc, ce sont toutes les clauses qu'on appelle de non-régression sur le plan social, environnemental et autres. Ce sont associées à ça les règles sur les aides d'État et enfin, comme mécanisme de protection... I will interrupt you 1 minute. Sorry, we have a problem with the translation. Ah. So it seems that the original sound for those who are hearing the interpretation is the original sound is louder than the interpretation itself. So I don't know if the interpreter can solve that. I don't know.
If I can maybe help on that one, because I had the same issue in a previous webinar, and I think participants need to mute the original audio and activate the language they want to listen to. This way you don't have the original version that is echoing when you're listening to the translation. What is weird is that when Justine is speaking, I cannot hear you through the English language. So I think maybe this is a switch that has not been done properly by the interpreters. Okay, let's continue and see how it goes. OK. Donc, je disais que les points qui restent à traiter sont les points essentiels. Donc, les mesures de protection contre la concurrence déloyale de manière à préserver l'intégrité du marché intérieur. Donc, ce sont les règles de non-régression, ce sont les règles d'aide d'État et comme moyen de rétorsion au cas où un des deux partenaires de la négociation tenterait de faire la concurrence déloyale à son voisin, des mesures de rétorsion unilatérales. Autrement dit, vu que le Royaume-Uni refuse un alignement dynamique sur les législations européennes, on doit s'en tenir à des engagements contractuels de non-régression et de concertation réglementaire, mais puisqu'on est dans un régime moins rigide, il faut alors préserver pour l'Union européenne la possibilité de prendre des mesures de suspension de l'accès au marché au cas où le Royaume-Uni serait jugé en train de pratiquer de la concurrence déloyale à l'égard de l'Union européenne. Inutile de dire que tout cela, jusque maintenant, le gouvernement britannique a refusé. Il refuse des sanctions unilatérales, il veut des panels d'arbitrage, on connaît bien ça chez les Verts et on n'aime pas. Il refuse la clause de non-régression, il refuse de s'aligner sur les règles européennes en matière d'aide d'État. Bref, le problème reste entier. Et je dirais, c'est le problème principal parce que le problème dont il est question dans ce webinaire est en fait un problème, en tout cas une question dont l'importance symbolique est très élevée, mais dont l'importance économique au regard de la problématique générale du Brexit est très limitée. Donc évidemment, je ne vais pas faire l'insulte aux pêcheurs de Boulogne, de Nieuport ou d'ailleurs de dire que leur boulot est insignifiant. Je vais simplement dire que leur secteur, dans la perspective globale des échanges économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, est de portée relativement limitée. Alors c'est évident que c'est un des domaines où l'Union européenne a été plutôt gagnante de l'intégration du Royaume-Uni et c'est évident que ce qui résultera du Brexit sera dans le meilleur des cas quelque chose de moins bon que le statu quo. Il ne faut pas s'imaginer que nous allons conserver un accès illimité aux eaux britanniques tel que nous l'avons aujourd'hui en tout cas. Donc évidemment, pour le gouvernement Johnson, c'est symboliquement très important parce qu'il veut pouvoir montrer que le Royaume-Uni reprend le contrôle, takes back control sur ses eaux territoriales. Mais pour autant, une rupture totale ne serait pas très intelligente puisque, comme vous le savez, les pêcheries britanniques dépendent aussi de l'accès au marché intérieur pour écouler leurs marchandises. Et on me dit même que Boulogne est un des ports où une partie du poisson britannique, je veux dire pêché par des Britanniques, est traité. Donc clairement, le Brexit est une mauvaise affaire dans tous les cas. Alors, la stratégie choisie par Michel Barnier pour discuter de la problématique de la pêche est précisément de la ramener à sa juste mesure. Autrement dit, le Royaume-Uni espère que les Européens soient tellement aux abois sur la question de la pêche qu'ils ouvrent en compensation
le marché intérieur à tout ce que les Britanniques veulent, évidemment, c'est complètement disproportionné. Donc, ce que Michel Barnier a conservé, c'est un certain nombre de monnaies d'échange, typiquement l'accès au marché européen de l'énergie, auquel les Britanniques tiennent beaucoup, et donc qui, en volume, représenterait quelque chose comme 2 à 3 fois le volume d'affaires concerné par les pêcheries. Et donc, il veut pouvoir avoir un échange plus honnête entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, en disant, voilà, vous voulez accéder au marché européen d'énergie, très bien, ça vous rapporte 1 ou 2 milliards par an, eh bien, nous voulons garder l'accès aux eaux britanniques, et franchement, c'est pas un mauvais deal pour vous, puisque, en réalité, pour nous, ça représente bien moins que ça, puisqu'on parle de 600 millions d'euros par an pour le volume d'affaires global. Bon, tout ça reste à cette heure-ci non réglé. Je n'ai pas de feedback de Michel Barnier depuis vendredi dernier. Je ne sais pas si les choses progressent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est cette semaine-ci que ça doit se régler. Pourquoi? Parce que vous savez que le Parlement européen doit exercer son rôle d'examen du traité lorsqu'il aura été conclu et signé entre les deux partenaires, avant que nous le ratifions. Nous avions déjà clairement indiqué que pour nous, la deadline ultime était la fin octobre. Or, dans le meilleur des cas, on aura un projet de traité de 2000 pages fin de semaine, c'est-à-dire 3 semaines en retard. Donc, c'est évident qu'il faut conclure cette semaine-ci. Je pense que tant du côté britannique que du côté européen, on a bien conscience que c'est maintenant ou jamais. Je m'attends à ce que les nœuds dont je vous parlais soient en effet réglés à la dernière minute, et qu'il le soit au niveau de Boris Johnson et de Ursula von der Leyen, et pas au niveau de David Frost et de Michel Barnier, parce qu'il faut évidemment aussi que la chorégraphie de l'ensemble puisse laisser avoir que ça a été très compliqué, que le Royaume-Uni s'est battu comme un lion pour obtenir un deal qui sera excellent. Vous savez que Boris Johnson est coutumier des excès de langage un peu à la Trump, et je suis certain que si accord il y a, cet accord aura obligé Boris Johnson à renoncer à un certain nombre de ses lignes rouges, mais je suis aussi certain que dans la présentation qu'il fera de l'accord, il dira que le Royaume-Uni a gagné sur toute la ligne, que le bon sens a prévalu, etc. C'est ce qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, lorsque l'accord de séparation a été finalement conclu entre Boris Johnson et l'Union européenne, Boris Johnson avait dénoncé avec des mots très durs l'accord de Theresa May, c'est-à-dire l'accord conclu par les négociateurs de Theresa May avec l'Union européenne, notamment sur la question irlandaise. Et il se fait fort d'obtenir un meilleur deal. En réalité, il a obtenu absolument un meilleur deal pour l'Union européenne, puisque la formule qui finalement a été acceptée par le gouvernement Johnson sur la question d'Irlande du Nord est une formule qui donne plus de sécurité juridique à l'Union européenne que la formule concédée à Theresa May. Autrement dit, on est revenu à la première proposition de l'Union européenne, mais on n'a pas empêché Boris Johnson de vendre ça comme une grande avancée pour le gouvernement britannique, et c'est très bien ainsi. Maintenant, ça, je vous dis, c'est le meilleur scénario. C'est que finalement, sans le dire, Boris Johnson ment son chapeau et concède un deal acceptable pour l'Union européenne. Mais comme je vous le disais, sur la question des pêcheries, l'Union européenne devra faire des concessions. Ça veut dire il n'est pas pensable que nous conservions exactement les mêmes conditions actuelles. Alors, je sais aussi que dans la négociation, quelle que soit la formule ultime retenue, que l'équipe européenne négociera une période de transition pour qu'on ne passe pas de l'un à l'autre, d'une situation, je pense, extrêmement favorable à une situation qui l'est moins, d'une année sur l'autre. Donc, ça fait aussi partie de la négociation. Quelle période de transition pour passer de l'état actuel à l'état final de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le plan de la pêche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au moment où on se parle. Je continue à croire qu'il y aura un accord. Je vous dis, il y a un mois, je ne l'aurais pas cru, mais maintenant, vu les gestes qui ont été posés par le gouvernement britannique, enfin, je ne vois pas pourquoi il les aurait posés si finalement c'est quand même pour dire non. C'est pas très cohérent.
Et donc, je pense que la pression aussi du ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, qui est aussi l'homme politique le plus populaire du gouvernement Johnson, sa position est fermement en faveur d'un accord. Il ne veut pas se farcir l'impact négatif du Brexit. Et donc, je pense que le camp des réalos, s'il en reste au gouvernement britannique, est plutôt en train de l'emporter. Mais enfin, il ne faut pas exclure comment est-ce que je dirais, moi, un démarrage en vrille pour cause de déclarations malheureuses des uns ou des autres. Mais donc, le fait qu'aujourd'hui, il y ait silence radio est plutôt indicateur du fait qu'on avance. Alors, tu as répondu à quelques questions que j'allais te poser maintenant. Donc, par rapport à la date pour trouver un accord, Philippe, bon, il est vrai qu'on doit avoir le texte. Voilà, il faudrait que ça soit fait très rapidement. Est-ce qu'il n'y a que le point de la pêche qui coince ou il y a d'autres points qui coincent sur les négociations ? C'est le level playing field principalement. Donc, je pense que ça, c'est en fait le point absolument crucial. Et qui est difficile à régler, puisque en réalité, enfin, il n'y a pas à sortir de là. Et l'édito du Financial Times ce matin le disait bien. L'étendue de l'accès au marché européen dépend de l'étendue de l'alignement réglementaire. Autrement dit, plus vous voulez accès au marché, moins vous avez d'indépendance réglementaire. Ça, c'est un fait. Et cette équation-là, elle est sur la table depuis le début. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est le point principal. Et donc, je m'attends... Enfin, maintenant, ce qu'il faut, c'est un deal politique et puis les juristes écriront la chose. Mais à un moment, il faut trancher le nœud gordien. En tout cas, il est aussi sûr qu'il n'y a aucun appétit du côté des chefs d'État et de gouvernement et du Parlement européen pour accepter le moindre danger de rupture de l'intégrité du marché intérieur. Et donc ça, c'est un point extrêmement dur. Et là-dessus, si pour le préserver, il faut en passer par un no deal, je pense que la détermination du côté européen, elle est très claire. Après, tu as parlé d'une période de transition. Tu penses que la période de transition, elle sera de quelle durée d'après toi ? Aucune idée. Je sais que c'est un des points en discussion, mais j'imagine que plus le deal final sera défavorable, plus longue sera la période que voudra négocier Michel Barnier. Mais il est très sensibilisé à la question. Perso, autant j'ai été extrêmement méfiant des négociateurs européens en matière de traités commerciaux par le passé, négociateurs qui souvent n'étaient pas des politiques mais bien des fonctionnaires. Ici, on a un homme politique qui est en charge de la négo. C'est un vrai Européen, mais c'est aussi un Français. Autrement dit, on ne peut pas, comment est-ce que je dirais, suspecter Michel Barnier d'être un néolibéral comme ceux qui d'habitude écrivent des traités de libre-échange. Et je sais qu'il est très, 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 très sensible à la question des pêcheries. Il a rendu visite à plusieurs cités portuaires dans l'Union européenne qui sont concernées directement par le Brexit. Donc, n'imaginez pas qu'il a tendance à oublier la communauté de la pêche en Europe. Donc, pour toi, dans la dernière ligne droite, tu penses qu'on ne va pas laisser la pêche de côté et elle ne sera pas sacrifiée par Barnier dans les négociations? Elle ne sera pas sacrifiée, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va préserver le statu quo. Ça, je crois qu'il faut être très clair. Comment est-ce que je dirais? C'est peut-être le point sur lequel le gouvernement britannique a besoin de pouvoir dire que les Européens ont reculé. Et donc, il faudra que les Européens acceptent qu'on ne conserve pas le statu quo. Alors, j'ai une question d'un spectateur qui me demande, qui dit « Bonjour, si pas d'accord à terme, comment l'Union européenne réagira-t-elle » Si pas d'accord dans les délais, l'Union européenne se préparera pour gérer le bordel que sera le no deal. Et puis, à mon avis, on va se retrouver autour d'une table quand on aura bien mesuré l'impact des choses. Autrement dit, alors c'est évident que le Royaume-Uni voudra tenter de diviser à nouveau l'Union européenne et de passer des accords bilatéraux avec les uns ou les autres, mais je pense que la force des Européens, c'est de négocier ensemble, parce qu'évidemment, notre poids relatif par rapport à celui du Royaume-Uni, en termes économiques, est largement supérieur. Et donc, je pense que les Britanniques tenteront de revenir vers nous pour nous diviser. Mais je pense aussi que ça prendra un certain temps, ça prendra plusieurs mois. C'est pour les pêcheurs la plus mauvaise solution, parce que du jour au lendemain, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès. Là, on passe de tout à rien.
Et donc, on va tenter de l'éviter, mais c'est évident aussi que du côté des négociateurs européens, on n'est pas prêt à sacrifier l'intégrité du marché intérieur pour éviter le désastre que serait l'absence d'un accord pour les pêcheurs européens. Dans le chat, j'ai une question. Les Britanniques ont conclu un accord d'échange avec le Japon récemment. Y a-t-il un deal sur la pêche japonaise dans les eaux anglaises? Je ne sais pas. J'ai Voilà. pas lu l'accord et donc là, il faudra poser la question à la Commission. Pour autant qu'elle ait accès au texte du traité, je ne sais pas. Alors, moi, je voulais te remercier, Philippe, déjà d'avoir pris le temps de nous répondre. Je sais que tu es très occupé, que tu es le bienvenu si tu veux rester avec nous, mais pas de souci si tu dois S'il n'y a pas d'autres t'éclipser. questions, je vais vous laisser alors. Mais, Pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que les intervenants, vous voulez poser une question à Philippe avant qu'il s'en aille? Non. Non? Je pense que la présentation était extrêmement claire. Merci. Alors, Philippe, merci beaucoup en tout cas. Pas de quoi. Un Merci. plaisir. À bientôt. À plus tard. Merci. Alors, on va parler maintenant de l'état des lieux de la pêche. On va parler plus pêche. Justine, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont de nombreuses mers en commun, des poissons qui, eux, ne connaissent pas de frontières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu de ce que nous avons discuté et de ce que nous discutons, de combien d'espèces on parle, de quelle surface, de combien de pêcheurs seront impactés? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et aussi pour l'organisation de cet échange qui est extrêmement important et finalement qui a été pas mal marginalisé. Donc cette question vraiment du Brexit et de l'impact qu'un accord de pêche pourrait avoir sur l'environnement marin. Donc essentiellement, on s'est focalisé sur les aspects économiques et aussi l'accès des navires européens aux eaux britanniques, ce qui est forcément légitime, mais c'est vrai qu'on a eu tendance à oublier que ces discussions portent avant tout effectivement sur les ressources naturelles, sur le vivant. Et en l'occurrence, la fragilité des écosystèmes marins et leurs ressources devraient être absolument centrales dans les négociations, d'autant plus que l'Union européenne et le Royaume-Uni partagent le même écosystème et notamment plus de 100 stocks de poissons. Et donc, voilà, toute la communauté scientifique le dit, la surpêche est la principale cause de perte de biodiversité marine depuis ces 40 dernières années. C'est toujours important de considérer également que l'épuisement des ressources impacte dans un premier temps notre propre capacité à nous nourrir de poissons sur le long terme, mais aussi crée des pressions non négligeables sur les écosystèmes marins dans leur ensemble. Et ça, c'est important de le mentionner aussi en termes de résilience au changement climatique, mais aussi par exemple par la réduction des stocks de poissons forageurs, comme les lanceaux pour le cas du Royaume-Uni, qui impactent la survie d'oiseaux marins emblématiques de l'Atlantique du Nord-Est, comme les macareux, les kittiwakes, etc. Et donc, tout d'abord, ce qui est vraiment crucial pour nous, c'est de remettre le Brexit et ces négociations sur la pêche dans leur contexte, qui est le contexte de la crise climatique et de la perte de biodiversité, et de rappeler que tout accord de pêche conclu par l'Union européenne, donc là en l'occurrence l'accord de pêche qui est en discussion avec le Royaume-Uni, doit être guidé par l'esprit de l'accord de Paris, les objectifs de développement durable et aussi les engagements internationaux en matière de gouvernance des océans comme la Convention sur le droit de la mer au niveau global. Et puis, ce qui est important de rappeler, c'est aussi que ces négociations existent pas non plus en dehors du contexte politique européen, si on veut. Il y a déjà une législation qui est existante et puis qui est le fruit d'une collaboration de plus de 40 années entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On a la politique commune de pêche qui met en place des obligations juridiquement contraignantes visant à réduire la surpêche. Et c'est important de rappeler quand même que ce modèle de gouvernance est important puisqu'on sait qu'encore près de 40% des stocks de poissons dans le nord-est atlantique sont victimes de surpêche.
Et puis, on a évidemment d'autres directives qui sont importantes, comme la directive cadre stratégie pour le milieu marin, les directives oiseaux habitat, dont les efforts vont devoir être poursuivis aussi à la suite du Brexit. Et puis évidemment, on a aussi l'agenda politique européen qui est important à prendre en considération. On a ce Green Deal, donc ce fameux pacte vert qui a donné naissance à la stratégie biodiversité, à la stratégie de la ferme à la fourchette, qui sont deux stratégies majeures qui visent aussi à protéger davantage la biodiversité et notamment la biodiversité marine c'est la stratégie biodiversité qui annonce aussi une révision de la politique de commerce. Et donc ça, c'est des mouvements qui sont en cours côté européen qui doivent vraiment être pris en compte dans la discussion entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les accords de pêche. Et donc voilà, effectivement, au milieu de tout ce contexte, on a un accord de pêche qui est autant dans l'intérêt de l'Union européenne que du Royaume-Uni, du moins politiquement. Je pense que Philippe Lambert l'a très bien expliqué. Et donc, dans son ensemble, en fait, la complexité de la situation a rendu ce potentiel accord de pêche presque un emblème du Brexit. Et en fait, ces négociations sont réellement aussi un levier qui sont centrales pour influencer le reste des négociations commerciales. Et donc, on espère vraiment que dans cette potentielle dernière semaine décisive, ce levier ne sera pas utilisé dangereusement et qu'on ne sera pas témoin de l'adoption d'un accord de commerce qui est finalement désastreux pour l'environnement sous prétexte de l'obtention d'un accord de pêche à tout prix. Et deuxièmement, en parallèle, qu'on finisse avec un accord de pêche qui, lui aussi, est désastreux pour l'environnement marin et les sans stocks de poissons que se partagent le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, ce qu'on veut vraiment à tout prix éviter, tout du moins d'un point de vue environnemental, c'est vraiment une course à l'épuisement des ressources comme conséquence du Brexit. Et pour cela, les objectifs de durabilité doivent vraiment demeurer une priorité absolue dans ces négociations, si tant est qu'on a encore le temps d'influencer quoi que ce soit. Et puis, juste pour finir sur ce point, c'est important aussi de rappeler que les aspects environnementaux ont aussi une dimension économique qui est extrêmement importante, puisque le non-respect des normes environnementale pourrait aussi engendrer une concurrence déloyale. Donc c'est vraiment un enjeu qui est central et voilà, je suis heureuse de pouvoir avoir une discussion là-dessus. Alors maintenant, j'ai une question pour Stéphane. Alors, Stéphane, vous pêchez à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que vous pêchez fréquemment dans les eaux britanniques? À quelle fréquence? Et comment ça se passe dans votre région et quelles sont les réalités des pêcheurs artisans, en fait? Les problématiques que vous rencontrez, etc. Il faut allumer votre micro, hein. Bonsoir à toutes et tous. Donc oui, moi je suis Stéphane Pinto, patron pêcheur à Boulogne-sur-Mer et vice-président du comité régional des pêches des Hauts-de-France. C'est une problématique quand même qui aujourd'hui nous laisse quand même, nous les pêcheurs, inquiets sur le bon fonctionnement à l'avenir du reste de l'Europe. Parce que là, je rejoins complètement ce que Justine disait, c'est que là, on s'en va, s'il n'y avait pas d'accord ou de possibilité de continuer à laisser un espace maritime important à toutes les flottilles, on va dire, européennes, que ce soit dans les eaux anglaises ou ailleurs, on va se retrouver dans un secteur géographique tellement diminué et avec une multitude de techniques de pêche, quelles qu'elles soient, que ce fasse comme nous, on pêche au filet ou des chalutiers ou toutes sortes de navires. Et là, on va avoir un gros souci de surexploitation aggravée de la ressource qu'aujourd'hui, on pouvait retrouver un peu étendue, qui plus est sur une centaine d'espèces, comme l'a très justement annoncé Justine. Voilà. L'inquiétude actuellement ici chez les pêcheurs de Hauts-de-France, il faut quand même savoir que pour nous, l'activité de pêche au niveau des eaux anglaises, pour la région de Hauts-de-France, c'est 75% de notre temps.
Donc 75%, c'est l'équivalent de 75% du chiffre d'affaires suivant les secteurs de pêche. Il y a aussi des bateaux de chez nous qui travaillent à 100% dans les eaux anglaises. Donc voilà, donc, en moyenne générale, on est là-dessus. Et ce qu'il faut craindre, oui, c'est une surexploitation de la ressource à vitesse grand V et qui risque de mettre à mal beaucoup plus vite la ressource que le réchauffement climatique l'aurait pu le faire sur 50 ou 100 ans à venir. Voilà. Donc, il y a un enjeu capital, si vous voulez, sur la ressource. Alors maintenant, j'ai... Oui, oui, allez-y. Oui, allez-y. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ah oui, parce qu'après, il y a aussi un enjeu en termes de cohabitation, parce qu'il va falloir aussi négocier la cohabitation entre les pêcheries, entre les flottilles. On a la pêche au filet, on a la pêche au chalut, on a la pêche à la seine, on a la pêche à la coquille Saint-Jacques. Il y a toute cette multitude de techniques de pêche qu'utilisent aujourd'hui, on va dire, les pêcheurs de l'Union européenne, y compris les Anglais, et que ça va être un problème majeur de cohabitation entre les flottilles, et ça va amener, en plus d'une exploitation de la pêche, enfin de la pêche et des espèces, des guerres ou des batailles navales entre les flottilles, qui plus est peut-être même ne serait-ce que franco-françaises, mais dans un premier temps, on cherchera toujours à se défendre des autres flottilles, comme aujourd'hui les flottilles anglaises qui ont impérativement voulu le Brexit ont dénoncé vis-à-vis des flottilles européennes. Alors maintenant, j'ai une question pour Sarah. Sarah, vous travaillez au Royaume-Uni sur des questions de pêche. Comment expliquez-vous que ces questions de pêche coincent alors qu'économiquement parlant, comme il a dit Philippe tout à l'heure, c'est pas un secteur crucial pour le Royaume-Uni? Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du secteur de la pêche au Royaume-Uni? Yeah, of course. Thanks, Caroline. So I think it's worth noting at the start that fisheries is a very small part of the UK economy. It makes up a really small part of GDP. But for coastal communities, it's actually very important. And you will have seen actually in the UK during the Brexit debate, fisheries became this huge kind of totemic issue and kind of really embodied the idea of taking back control. So fisheries, whilst a small part of the UK economy, suddenly became enormously important in the debate. And we're seeing this now in the negotiations as well. As I understand it, most of the topics have been agreed on, but fisheries is one of the key things that's outstanding. Now, what's concerning, I think, from a UK perspective, is that the rhetoric we've seen so far from the UK government falls far short on sustainability. And we're seeing this very clearly in the UK's fisheries bill. So just to give a bit of context, so the fisheries bill will be the domestic legislation for fisheries and actually replaces many provisions of the common fisheries policy. Now, the fisheries bill actually completed its parliamentary passage just last week, so we expect it to receive royal assent and become law just before the end of the transition period. Now, there are several welcome provisions on sustainability in the fisheries bill, but it really falls short of the government's promise of sustainable fisheries enshrined in law. And obviously that's an issue for us in the UK, but that's also a really big issue for shared stocks. And that's something that we're really concerned about in the context of a potential deal or no deal with the EU. So what the fisheries bill does is it actually gives UK authorities really wide discretion to permit overfishing and to actually balance scientific advice against socioeconomic considerations, which is hugely concerning. Now, two of the biggest issues, I think, for the purposes of this discussion are firstly that there isn't a commitment to ensure that fishing limits are set at sustainable levels. And the second one being that there's no commitment to the sustainable management of shared stocks. Just touching on the first of those, so there's no commitment now to ensure that fishing limits are set at sustainable levels. Now, obviously, under the Common Fisheries Policy, you've got Article 2, which says that catch limits have to be set at sustainable levels by 2020. And what you've also got is UN Sustainable Development Goal 14, which is to end overfishing by 2020. And what's interesting is a clear commitment to set fishing limits at sustainable levels is vital to protect fish stocks and to deliver ocean recovery. And it was actually promised in the Conservative manifesto and also in the Queen's speech at the end of last year. So this is something that was very much promised by the UK government.
But what the Fisheries Bill actually does is it removes that legal commitment set out in Article 2 of the Common Fisheries Policy, which is to set catch limits at maximum sustainable yield by 2020. So it removes that, and what it replaces it with is a simple kind of aspirational objective to achieve healthy biomass for stocks. Now, the problem is that that objective isn't legally binding. It's not subject to any deadline, unlike that in the Common Fisheries Policy. And it's dealt with by way of a policy statement. And that policy statement can be disregarded in a wide range of circumstances. So this obviously represents a real regression in environmental standards from the Common Fisheries Policy, and I think sets a kind of worrying precedent for how the UK has approached the negotiations with the EU on fisheries. And just to flag as well that more than 40% of all UK fish stocks were overfished in 2019, and that's actually up from 31% in 2018. So as you can see, there's very worrying direction here in the UK of overfishing, and the Fisheries Bill, it doesn't contain the legal safeguards that we would like to see to actually reverse that trend. Touching on the second issue that I mentioned, there's no commitment to the sustainable management of shared stocks. Now, again, this is really quite different from the position that's in the Common Fisheries Policy. So in the Common Fisheries Policy, you've got Article 33, which says that the EU must negotiate with third countries with clear sustainability criteria in mind when looking at fisheries negotiations. But the Fisheries Bill is completely silent on this again. And obviously the UK shares over 100 stocks with the EU. So I think this is a really big concern from an environmental perspective. So what does this mean for negotiations then? Well, from the various debates that have been held in Parliament on the Fisheries Bill, I think what's very clear is that the UK wants maximum flexibility post-Brexit. As I mentioned, and as Philippe alluded to as well, I think the UK government really wants to be seen to be delivering Brexit for the fishing industry. And fisheries played a really important part in the debate and was really linked to the idea of taking back control. So what that means is that the UK doesn't want to have to cut catch limits or close a particular fishery if doing so would have a detrimental effect on the fishing industry, even if those fish stocks are really close to collapse. So I think with this in mind, and for the purposes of this evening, I think it really highlights the importance of the UK and the EU reaching an agreement on fisheries. And what's also really important is that that agreement prioritises the sustainable management of shared stocks post-Brexit. I think, you know, despite what's happening in the UK, at least that can really help ensure that our shared marine environment will be protected, even if the domestic situation in the UK is a little bit more concerning. Alors, Justine, tout à l'heure, vous avez parlé de biodiversité. C'est une question que je vais poser en fait pour Justine et Sarah. Dans la stratégie biodiversité présentée par la Commission, on a un objectif de 30% d'aires marines protégées et 10% d'aires marines protégées, strictement protégées. Qu'en sera-t-il pour les aires marines protégées du Royaume-Uni, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont actuellement sous statut européen ? Alors, je peux peut-être commencer, mais je pense que Sarah pourra peut-être mieux répondre sur la question du statut des aires marines protégées en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, pardon. Mais effectivement, c'est une question qui se pose et c'est quelque chose qu'on essaie de vraiment pousser pour que ce soit pris en considération dans les discussions justement sur cet accord de pêche. C'est effectivement qu'il y ait une collaboration qui soit maintenue entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour continuer à désigner les aires marines protégées, mais aussi à les gérer de manière conjointe, puisqu'effectivement, s'il y a un accord de pêche et que les navires européens peuvent toujours, dans une certaine mesure, accéder aux eaux britanniques, il faudra qu'ils coopèrent là-dessus, à savoir quelles sont les règles en vigueur dans les aires marines protégées, où est-il autorisé de pêcher, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et effectivement, dans la stratégie biodiversité, comme vous l'avez dit, il y a de nouveaux objectifs qui se dessinent, à savoir un objectif de 30%
d'aires marines protégées d'ici à 2030 au niveau européen, mais aussi dans le cadre des discussions de la Convention pour la diversité biologique, où au niveau global, on discute aussi d'avoir un objectif de 30% d'aires marines protégées au niveau global d'ici à 2030. Et donc, ce sera intéressant de suivre vraiment les discussions. On sait que le Royaume-Uni veut en tout cas se positionner en tant que leader, tout du moins publiquement, de la protection de l'environnement. On sait qu'ils veulent être davantage ambitieux dans leur action au niveau global, donc avec leur présidence de la COP26 de la conférence sur le climat l'année prochaine. Et donc, ils ont aussi signé la Leaders Pledge for Nature, où ils s'engagent aussi à cet objectif de 30% d'aires marines protégées. Donc à ce niveau-là, on espère qu'il va y avoir une collaboration qui sera maintenue, mais je doute en tout cas que l'objectif européen des 30% prenne en considération les aires marines du Royaume-Uni, mais je pense que ça fait partie des sujets de discussion, et on espère grandement qu'il y aura une collaboration là-dessus. Sarah, vous voulez rajouter quelque chose? Yeah, I think marine protected areas are a very good example actually of why this cooperation and why an agreement is so important, because obviously fish, marine animals move and they don't respect borders. And I think when we look at marine protected areas, joint management is so important to make sure that, you know, countries are working together and protecting this shared resource. So it does highlight the importance of reaching an agreement and of collaboration. From a UK perspective, we are also aiming for 30% by 2030. The Fisheries Bill will give us powers to manage our own marine protected areas. So that could, in certain circumstances, mean keeping out vessels, either British vessels or foreign vessels as well. But, you know, I think what's important here is that countries work together on the management, and that, you know, marine protected areas don't become a kind of a way of perhaps retaliating against EU or other foreign vessels, you know, relating to access and things like that. Alors, quand on parle du lien entre les négociations et la nouvelle loi pêche, bon, Sarah, vous avez un petit peu répondu et parlé tout à l'heure de la loi sur la pêche au Royaume-Uni. Moi, au centre de la PCP, on a des objectifs de durabilité, vous en avez parlé tout à l'heure, une gestion durable des populations de poissons. Apparemment, dans la loi à venir au Royaume-Uni, on n'aura pas la même chose. Est-ce que quels sont les enjeux justement de cette nouvelle loi, et quelle était la réaction du secteur de la pêche britannique à cette nouvelle loi? Well, I think obviously, as I'm sure it is in the EU, the fishing industry is really varied in the UK. There are various different sections of the catching sector. I think the Fisheries Bill was broadly welcomed, and I would add that, you know, as Green Groups as well, we did welcome the Fisheries Bill. It does have some really good objectives in it. You know, it has new objectives on bycatch. It has an objective on climate change, which I think, you know, is really progressive, and it could do a huge amount to change what the marine environment looks like in the UK. So that's very welcome. And I think, you know, for the UK fishing industry as a whole, just to have something in place which talks about access mainly, I think obviously access to waters is a huge thing for British fishermen. And what the Fisheries Bill does is stop automatic access of non-UK vessels. And so I think the Fisheries Bill was broadly welcomed by the fishing industry. But what I would say is that the kind of smaller scale fishermen recognise that there are serious issues with the bill. You know, the issues that I've mentioned about the fact that there is no longer a legal commitment
there are these objectives, which is great, and there are policy statements and things like that, but without a legal commitment to fish sustainably, you're kind of just relying on the government to do the right thing, and that's concerning given the trajectory we're seeing with overfishing. And so those small-scale fishers that we speak to are worried, because obviously if fish stocks decline, then that has a really negative knock-on effect on coastal communities. And these fishermen are really kind of rely on healthy fish stocks in order to make a living, in order to support those coastal communities. So, they recognise that it's very much in their interest to have a healthy marine environment with healthy fish stocks. So I think, they are very concerned about the fisheries bill. Broadly, people are concerned. The issues I've raised show that the fisheries bill is very far from what the government claimed it was, which was a world-leading piece of legislation for the marine environment, and it's obviously not that. And I think people very much recognise that here in the UK. Alors, moi, je voudrais qu'on passe à la question de l'accord lui-même maintenant. Justine, vous suivez pour BirdLife les négociations sur la pêche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est négocié et quels sont les points sur lesquels l'Union européenne et les Royaumes-Unis sont d'accord et quels sont les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord et qu'est-ce qui serait pour vous un bon accord ? Alors oui, les négociations, comme vous le savez, sont très difficiles. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont du mal à être en accord sur la plupart des points en réalité. Dans un premier temps, déjà, l'Union européenne souhaite que l'accord de pêche fasse partie intégrante de l'accord de commerce, ce qui est aussi une stratégie pour influencer les négociations et par exemple lier la question par exemple à l'accès du Royaume-Uni au marché de l'énergie, comme Phil Lambers le précisait tout à l'heure. Et à l'inverse, le Royaume-Uni veut un accord qui est séparé. Ils veulent négocier les possibilités de pêche chaque année, alors que l'Union européenne souhaite avoir un plan de gestion qui serait pluriannuel. Un point qui est extrêmement important aussi pour l'Union européenne, et ça part en fait de cette position européenne qui est de baser les négociations sur la politique commune de pêche en général et ses objectifs de durabilité, et notamment le principe de rendement maximal durable qui est extrêmement important, et on espère que ce sera un principe qui sera évidemment retenu. Mais le Royaume-Uni est contre l'inclusion de ce principe dans l'accord de pêche. Et donc ça, c'est un des points principaux de contention. Et puis, une des demandes aussi du Royaume-Uni, c'est cette question de l'attachement zonal, à savoir que le Royaume-Uni serait en droit de pêcher et d'avoir tous les droits de pêche sur le poisson qui se reproduit aux alentours du Royaume-Uni. Alors bien sûr, je ne suis pas une scientifique en matière des questions de pêche, je travaille plutôt sur les aspects de biodiversité. Mais donc, en tous les cas, c'est les principaux points de contention dans les discussions. Et donc nous, ce qui nous manque actuellement dans les discussions, c'est vraiment le point d'abord de faire en sorte d'assurer la durabilité de la ressource. Et donc ce qu'on veut vraiment voir, c'est que c'est vraiment cette question de la conservation et la protection de l'environnement marin prennent priorité sur les intérêts politiques et sectoriels de court terme, et que les normes juridiques actuelles de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement marin et notamment dans le cadre de la PCP ne soient pas abaissées. Et donc ça aura aussi un impact dans son ensemble sur
la durabilité de la PCP dans son ensemble. Un autre point qui est extrêmement important pour nous, c'est d'avoir une base scientifique solide pour l'accord de pêche. Donc, au minimum, l'Union européenne et le Royaume-Uni doivent suivre les meilleurs avis scientifiques disponibles, et notamment du Conseil international pour l'exploration de la mer, dans leur définition du total admissible des captures. Et en cas de données manquantes, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'il y ait vraiment une approche de précaution qui doit toujours guider l'accord. Et donc ça, c'est quelque chose que le Royaume-Uni a eu du mal à accepter aussi. C'est vraiment cette approche de précaution qui bloque dans les négociations. Et qui est aussi extrêmement important pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité qui soit néfaste pour l'environnement. Évidemment, on souhaiterait que l'accord adresse vraiment cette question de la surpêche, et donc encore une fois, ça passerait aussi par le maintien du principe de rendement maximal. Je pense que, comme Sarah l'a précisé, il ne faut pas oublier que le secteur de la pêche dépend d'un environnement en bonne santé et de ressources naturelles qui peuvent se renouveler durablement. Et donc ça, encore une fois, c'est une question qui est encore difficile entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un point qui est extrêmement important aussi, c'est de maintenir les efforts pour enrayer la pêche destructrice, et notamment les captures accidentelles, donc notamment captures accidentelles de pêche d'espèces sensibles comme les oiseaux de mer, les dauphins, les tortues marines, etc. Là, actuellement, il y a le règlement de mesures techniques au niveau européen qui oblige les navires européens à mettre en place des mesures techniques pour prévenir ces captures accidentelles. Et c'est une obligation dans le cadre de la dimension extérieure de la PCP, que les navires européens mettent en place ces mesures, mais aussi collectent des données scientifiques sur l'impact de leurs activités sur l'environnement marin quand ils pêchent en dehors des eaux européennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui va falloir être maintenu dans les activités au sein des eaux britanniques, si ce n'est que ce soit possible. Et donc, voilà, on espère vraiment que ces aspects pourront être reflétés dans l'accord, mais malheureusement, on voit que les discussions se sont jusqu'ici principalement focalisées sur la question de l'accès, et aussi sur la question de la souveraineté du Royaume-Uni qui souhaite avoir un contrôle pratiquement exclusif sur leurs eaux. Merci. Alors, Stéphane, est-ce que vous voulez réagir à ce que les autres ont dit, et quel serait pour vous un bon accord? Et pour moi, enfin, les perdants seront les pêcheurs, mais également les stocks de poissons. Quel est l'état des ressources halieutiques là où vous pêchez justement, Stéphane? Actuellement, moi j'aimerais rebondir sur pas mal de choses. C'est vrai que actuellement, au niveau de la ressource, on a des gros soucis sur certaines espèces, mais je pense que c'est lié à une politique commune des pêches qui a quand même failli à un moment donné à sa propre responsabilité et sa propre écriture. Il ne faut pas quand même oublier, quand même que la politique commune des pêches a été inscrite et écrite principalement sur la préservation de la ressource. Et ces dernières années, on en a subi, nous, le désagrément, les pêcheurs des Hauts-de-France. Je ne vais pas revenir sur le débat, mais l'Union européenne favorise et facilite le développement de techniques de pêche qui sont dites quelque part innovantes, mais qu'au final, on s'aperçoit qu'elles sont plus destructrices qu'autre chose. Je fais allusion, par exemple, à la pêche électrique et à d'autres techniques, mais on ne va pas faire le débat ce soir de la pêche électrique ou autre, puisqu'on est sur un débat Brexit. Et voilà. Après, pour ce qui en est de la préservation, oui, les accords avec les Anglais doivent tourner dans un premier temps, de toute manière, où je rejoins complètement Sarah ou Justine, où il va falloir mettre au cœur des négociations la surpêche, parce que c'est un impact quand même néfaste pour le bien-être, que ce soit des pêcheurs anglais ou européens. Il faut savoir qu'un poisson, ça a une queue et ça nage. Donc le poisson ne connaît pas les limites des frontières.
Il peut être tantôt dans les eaux anglaises comme il peut l'être aussitôt dans les eaux françaises. Donc, d'un côté ou d'un autre, si on surexploite la ressource naturelle, on aura tous à payer les pots cassés dans le temps. Voilà. Donc, que ce soit les pêcheurs européens du reste de l'Europe, pardon, et que ce soit les pêcheurs anglais, au final, nous serons tous perdants. Donc, il est impératif de trouver un accord entre l'Union européenne et l'État anglais. Voilà. Maintenant, moi, je rejetterai quand même un peu la faute au niveau de cette mauvaise politique commune des pêches, et peut-être qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit se poser les vraies questions. Pourquoi le Royaume-Uni a souhaité quitter l'Union européenne, et pour nous, les pêcheurs, au cœur des discussions, on n'arrive pas à trouver d'accord. C'est des vraies questions et je pense qu'on doit se servir de ça pour relancer une nouvelle politique commune des pêches qui aille à tous, tant au niveau, on va dire, environnement, que capacité de pêche, que préservation de la ressource. Voilà. On a dû être coupé, c'est parce que j'ai eu... Ouais. Oui. Donc, je reprends un peu ce que je disais. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, oui, il y a des ressources de poissons qui sont en difficulté. Pour nous, c'est la sole en Manchester ou mer du Nord. Mais pour nous, encore une fois, c'est lié à une technique de pêche qui a été favorisée et qui malheureusement a été reconnue comme étant responsable par la Commission qui elle-même a subventionné et a cautionné cette technique. Donc voilà, toutes ces petites erreurs ont peut-être dans un premier temps amené les pêcheurs anglais à dire ah voilà, il y a des erreurs comme nous on le conçoit aussi. Voilà, on parle de préservation de la ressource, on parle de RMD, oui, rendement maximum durable. D'accord. On parlait tout à l'heure du CIEM. Le CIEM, c'était cette institution scientifique qui donne un accord plus ou moins à la Commission européenne. Voilà. Nous, on fait un constat chez nous où il y a une diminution constante sur la sole ou d'autres espèces de poissons plats et on s'aperçoit qu'à la fin de l'année, au moment des négociations, l'Union européenne va favoriser un surplus de quotas. On prend la sole, par exemple, où on rencontre des difficultés. Je pense que vous avez eu, Madame l'eurodéputée, vous avez eu des chiffres que j'ai fournis dernièrement sur les 10 dernières années, et on s'est aperçu quand même qu'il y a eu un effondrement au niveau de la sole, et depuis 5 ans encore plus, depuis qu'on a dénoncé la pêche électrique. Donc aujourd'hui, tous ces stocks de poissons sont victimes de surexploitation par des techniques de pêche qui sont dites innovantes et cautionnées par l'Union européenne. Donc voilà, ce sont des sujets quand même. La pêche au cœur de l'Union européenne, c'est un vaste débat qu'il faut reprendre, je pense, depuis le départ et qu'on doit trouver un moyen de répondre à tous. On est de plus en plus dans des négociations environnementales, on est aussi sur un réchauffement climatique qui déplace extrêmement des espèces de poissons. Je prends le bar. Il y a un sujet vraiment autour du bar où on nous dit il n'y a plus de bar, mais le constat des pêcheurs, il est tout autre. Le bar qu'on rejette par-dessus bord. Moi, j'ai des collègues anglais avec qui je discutais et qui étaient comme nous, les Européens, enfin le reste de l'Europe, en colère de se voir obligés par la réglementation de la politique commune des pêches, rejeter du poisson par-dessus bord, sous prétexte de dire qu'il pour préserver cette ressource, il faut la rejeter. Non, je suis désolé. On ne peut pas écrire une politique commune des pêches basée sur la préservation de la ressource et demander aux pêcheurs européens, anglais y compris, parce qu'avant que l'Angleterre quitte l'Union européenne, les pêcheurs anglais étaient comme nous, des pêcheurs à vouloir vivre de leur métier. Et ben voilà, on les oblige à rejeter du poisson. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, qui va encore être victime d'une mauvaise politique commune des pêches au niveau européen? Ce sont les pêcheurs européens, anglais y compris. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une remise en question au niveau de l'Union européenne et de la Commission européenne à se remettre en cause, et puis négocier peut-être avec les Anglais sur d'autres accords que de rendre victimes les pêcheurs qui ne sont en rien responsables de ce qui se passe. Voilà. Moi, je suis contre le fait qu'on dise aux pêcheurs il n'y a pas de poisson, il y a un réchauffement climatique, on a du poisson qui a quitté nos eaux. On parlait du cabillaud dans les années 2007-2008, et à un moment donné, on s'est aperçu, et les scientifiques eux-mêmes nous l'ont dit, nous l'ont rapporté il n'y a pas plus que 2 ou 3 ans,
on s'est aperçu que le réchauffement climatique a obligé le cabillaud à faire du nord, donc à déserter un peu nos eaux par la température qui a augmenté de 5 ou 6 degrés en quelques années. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'une diminution des ressources causées par la propre politique commune des pêches qui ne fonctionne pas, et qui plus est, nous allons être de nouveau victimes par une on va dire, politique en général qui a, on va dire, obligé, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui a incité le Royaume-Uni à quitter l'Union européenne. Je vous réponds, Stéphane, par rapport au débat et au mail que vous m'avez envoyé sur la SOL. J'ai bien reçu les chiffres. Et en effet, on a débattu hier en commission sur la problématique de la pêche électrique. Donc, c'est un autre sujet, mais on en a débattu hier justement en commission pêche. J'ai une petite question pour Sarah. Sarah, de quelle manière on pourrait faire pression sur le Royaume-Uni pour la pêche ? Well, I think I obviously haven't been party to how the negotiations have been going, but I think the UK is already under a lot of pressure from obviously the UK fishing industry on the one side, which is potentially informing their positions around sustainability and around some of the issues that we've been talking about. So you may see in the press that, the UK is very happy to walk away from negotiations and that they don't see some of these things as issues. But something I wanted to raise actually is that British people tend not to actually eat British fish, and actually around 2/3 of the exported catch in the UK actually ends up in the EU. And of that, British shellfish sales make up a huge amount. And these shellfish exports are actually vital to the small scale fishermen in Scotland and the West Country in the UK. And these shellfish in particular need to be exported live, which is a lot more difficult if there's no frictionless trade at the border. There's a problem with the interpretation. Can the French interpreter speak? Moi, je vous entends. C'est réglé. Merci. I'll keep going, and then if there's a problem, please do let me know, obviously. Yeah, so I was just saying that I think it may seem that the UK doesn't feel any pressure on the sustainability side of things, or that it doesn't necessarily feel any pressure to reach an agreement. But actually, there's a lot more at stake here. And in terms of, the UK wants to stop access to its waters, and that's played a really big part in the media in this debate. But exports from the UK to the EU are actually extremely important as well. And what I was just saying is that live shellfish in particular, those exports rely on frictionless trade at the EU border. And if we don't reach a deal, and if the UK does decide to walk away, then those fishermen and those coastal communities could be devastated overnight. The other thing, obviously, to note here is that, if the UK decides to walk away, and if it decides to restrict access to fishing in the UK fishing zone, then that would almost certainly lead to reciprocal restrictions being placed on UK vessels fishing in the EU. So I think, it's very much in the interest of both the UK and the EU to reach an agreement on stocks and to, prioritise sustainability. And I think the UK is really aware of that. Perhaps not in the media, that's not the kind of story that's been told, but the UK is very aware of that. And I think, privately, they will be looking for a deal on fisheries. It's difficult publicly because fisheries and Brexit are so intertwined and they've become a very political thing. So I think the UK is feeling that pressure anyway. We've tried very hard on the UK side to work closely with UK government to try and advise them on this and to really emphasise the urgency of the situation at the moment. As Justine mentioned earlier, we are in an ecological and climate emergency, and overfishing is the biggest cause of marine biodiversity loss. And that's something we've really kind of
tried to get across to the UK government. Because, you know, with the fisheries bill setting a kind of worrying precedent anyway, if the UK can't reach a deal with the EU on fisheries and one that prioritises sustainability, then, you know, there could be serious risks for the marine environment. And I think continuing to make that clear to the UK will be really important. Alors, la question, c'est que fait-on en cas de no deal s'il n'y a pas d'accord? Donc, Stéphane, quelles conséquences directes d'un no deal? Vous avez parlé tout à l'heure des tensions entre pêcheurs. Donc, pour vous, quelles sont les conséquences directes donc, si on n'a pas de d'accord? Et vous avez parlé des tensions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense que la tension, ça serait un problème mineur par rapport à la réalité. Et la réalité, c'est qu'en termes d'économie, pour les pêcheurs européens, ça serait une catastrophe pour certaines pêcheries et puis certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à l'instant même où je vous parle, je ne conçois pas penser et puis acter ce cas de figure. Mais il est clair que dans l'esprit des pêcheurs sur le quai à Boulogne, de plus en plus, on avance vers l'heure fatidique, si on peut appeler ça comme ça, et on s'aperçoit que oui, effectivement, si il y avait aucun accord de trouver entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce qui amènerait à exclure les pêcheurs européens des eaux anglaises, ça serait une situation catastrophique, même si au niveau de l'Union européenne, on s'est préparé à un no deal en laissant entendre qu'on soutiendrait financièrement les flottilles ou les pêcheries. Oui, mais jusqu'à quel stade? Jusqu'à quel stade on pourrait soutenir certaines pêcheries qui dépendent vraiment des eaux anglaises? Donc, il y a un moment donné, deux cas de figure qui vont se présenter. C'est qu'à un moment donné, on va soutenir des pêcheries tout en laissant quand même une surface géographique et une ressource être surexploitée par des activités qui n'ont pas à dépendre, si vous voulez, de subventions européennes pour rester le long du quai. Et au final, quand on a peut-être l'espoir ou que de nouveau on entre en négociation ou on trouve un accord dans X mois après un no deal, et que là, toutes les pêcheries pourraient de nouveau exploiter la ressource et reprendre l'activité comme par le passé, tout en ayant en tête quand même qu'il y a eu des négociations qui ont été menées pour protéger, et par le Royaume-Uni, leurs eaux internationales, peut-être se retrouver sur un cas de figure où là, il serait question d'avoir surexploité pendant X mois la ressource et qu'on se retrouve d'un côté sans ressources et qui permet à toutes les flottilles demain de pouvoir reprendre l'activité. Là, il y a quand même le danger, c'est que nous, ces difficultés rencontrées, en plus aujourd'hui un no deal qui nous obligerait soit à mettre le bateau le long du quai pendant X mois et être subventionné, penser que c'est une solution que d'être subventionné. Notre métier, c'est marin-pêcheur, notre métier, c'est de prendre notre bateau, sortir du port et ne pas profiter de l'argent public. L'argent public doit servir à d'autres fins qu'à de soutenir des entreprises ou des activités qui ont tout intérêt à aller eux-mêmes gagner et rentabiliser leur entreprise par le travail. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est clair que s'il n'y avait pas d'accord, je pense que au niveau des flottilles, du reste de l'Europe, il y aurait une catastrophe économique qui va se produire au point de mettre, si vous voulez, des flottilles entières à sec. Hein. On subit déjà un petit peu, si vous voulez, le Covid de plein fouet qui, aujourd'hui, en termes de commercialisation de la ressource, de nos espèces pêchées, on subit déjà une situation économique assez catastrophique, la fermeture des restaurants, tous ces secteurs d'activité qui, aujourd'hui, permettent aux pêcheurs de vivre de leur métier. Donc maintenant, si on avait en plus un no deal qui nous amène à être obligés de laisser le bateau le long du quai et à être subventionné soit par l'Union européenne ou par du chômage partiel de l'État membre même pour lequel on appartient,
il y a une situation économique derrière ça qui découlerait de dépôt de bilan, que ce soit d'entreprises à la pêche ou, on va dire, situés à ce secteur d'activité, des restaurants ou d'autres activités, des transformateurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et pour répondre un peu à Sarah sur ce qui est du poisson pêché par les bateaux anglais, par les pêcheurs anglais, qui est exporté à l'extérieur du Royaume-Uni vers l'Union européenne, c'est le cas aujourd'hui. On n'a jamais vraiment eu de soucis à ce niveau-là, mais il est clair que si c'était le cas demain et que entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il n'y avait pas d'accord et qu'il y avait un no deal, ça serait beaucoup plus compliqué, ça serait extrêmement même compliqué, tout autant pour les pêcheurs anglais que pour les pêcheurs du reste de l'Europe. Voilà, pour commercialiser, parce que de toute manière, on peut pas penser à ça. Mais pour ce qui est, pour répondre à votre question, Caroline, il est clair qu'il y a une économie qui va s'effondrer en termes je veux dire, dans le monde de la pêche, dans l'industrie, on va dire, de la pêche, et qui causera certainement une explosion de chômage dans toute cette petite région qui dépendent principalement du secteur, on va dire, de la pêche. Alors, Stéphane, vous avez parlé d'économie, etc. Philippe Lamberts, tout à l'heure, disait que l'Union européenne allait devoir faire des concessions, allait avoir certaines conditions. Comment faire si on a un accord qui prévoit que d'ici 1 ou 2 ans, des réductions de possibilités de pêche côté européen? Donc, comment faire pour que ce ne soit pas la petite pêche qui en paye le prix fort, en fait? Et puis, face aux incertitudes actuelles sur le secteur de la pêche qui est complètement déstabilisé, samedi dernier, les pêcheurs et mareyeurs boulonnais ont pris des engagements mutuels pour sauvegarder les intérêts des 2 professions. Ça consiste en quoi exactement et quelle forme de solidarité se construit au sein de cette profession justement? Pour répondre à votre première question qui était, j'ai plus le souvenir. C'est par rapport aux concessions et ce qu'a dit Philippe Lamberts tout à l'heure. Si justement on a un accord qui prévoit d'ici 1 ou 2 ans des réductions de possibilités de pêche du côté européen, comment faire pour faire en sorte que ce ne soit pas la petite pêche qui en paye le prix fort en fait? Déjà, il faut savoir, c'est vrai que nous, en termes de déplacement sur des petits secteurs d'activité, on est vraiment restreint puisqu'on pratique la pêche en termes de temps horaire, moins de 24 heures. Après, il y a d'autres flottilles qui sont entre moins de 72 heures, mais après, il y a aussi des grosses flottilles qui sont, eux, tributaires à 100%, ce sont les bateaux industriels qui sont tributaires à 100% des anglaises. Je pense que la difficulté, elle serait plus de ce côté-là. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'on s'en va peut-être sur une négociation au même titre que les accords de Norvège entre l'Union européenne et la Norvège. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de mettre en place des accords entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au même titre que la Norvège? Je ne sais pas comment ça se négocie vraiment, mais je sais qu'il y a une négociation qui se fait au niveau de la Norvège avec l'Union européenne sur des quotas ou autre. Mais ça, c'est un autre débat et je ne suis pas vraiment, on va dire, calé, entre guillemets, pour discuter de ça. Maintenant, sur votre deuxième question, pardon, j'ai encore oublié, c'était… Alors, sur la deuxième question, c'est que samedi dernier, les pêcheurs et mareyeurs boulonnais ont pris des engagements. Oui, oui. Donc là, c'était plus, si vous voulez, des engagements liés au Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a une flottille chez nous qui de plus en plus grossit les rangs du port de Boulogne, c'est-à-dire la flottille de bateaux néerlandais qui pratiquent la Seine, qui viennent aussi grossir un peu les apports, au même titre actuellement les apports de poissons qui viennent du Royaume-Uni. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le secteur de la pêche et de la transformation s'est réuni au sein même de la criée de Boulogne-sur-Mer pour essayer de pallier un approvisionnement ou un surplus de quantité de poissons qui, on va dire, serait pénalisé par rapport au Covid. Donc, on a amoindri les jours de mer où on a divisé les flottilles. Voilà, on a dit,
Aujourd'hui, à Boulogne, je vous donne un exemple banal, on dit aujourd'hui à Boulogne, on a besoin de 10 tonnes de poissons. Voilà, il nous faut, ces 10 tonnes de poissons sont susceptibles d'être pêchées par 40 ou 50% de la flottille boulonnaise. Donc, on a fait un roulement entre les flottilles pour avoir un apport journalier conséquent aux besoins et de répondre aux besoins, si vous voulez, du secteur de transformation à Boulogne-sur-Mer, tant au niveau des pêcheurs locaux ici à Boulogne-sur-Mer que les Hollandais, mais aussi de l'exportation de poissons et de crustacés anglais. Voilà. Donc c'est un accord qui a été passé, qui a fonctionné, puisque ça a permis comment dire ça, on va dire à l'activité, à la pêcherie locale ou ailleurs, et même aussi de transformation, de continuer de travailler malgré cette situation quand même assez catastrophique liée au Covid. Par rapport aux possibilités de pêche, tout à l'heure, Justine, donc Stéphane parlait du modèle norvégien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport aux possibilités de pêche et à ce modèle norvégien ? Alors, je ne suis pas une experte du modèle norvégien, mais ce que je sais, c'est qu'il y a moins de garanties en termes de durabilité et que aussi, dans l'accord avec la Norvège, les quotas sont fixés de manière unilatérale, ce qui mène souvent à la surpêche et c'est ce qu'on veut à tout prix éviter dans un accord de pêche avec le Royaume-Uni. Juste pour rebondir aussi sur la question du scénario du no deal, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément aussi, puisque dans le cas de la situation, il n'y aurait pas d'accord, on n'aurait pas de collaboration sur la gestion des stocks de poissons entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et comme on l'a répété, c'est des espèces qui migrent et qui ne connaissent pas de frontières. Et donc, c'est vraiment important qu'on ait les deux parties qui continuent à collaborer. On a vraiment peur qu'il y ait une course à l'épuisement des ressources, en fait, des deux côtés. Ce qu'on a peur, c'est que le fait que les navires européens n'aient plus accès aux eaux britanniques veuille dire qu'on ait une augmentation des quotas, par exemple du côté européen, mais on aura aussi une pêche voilà, qui ne sera pas réglementée, en tout cas coordonnée avec l'Union européenne et du côté du Royaume-Uni. Et donc là, on a vraiment peur de voir quel sera le résultat au niveau environnemental. Et évidemment, je rejoins ce que Stéphane disait aussi sur évidemment les risques de conflits sociaux. Donc c'est vraiment important que cette collaboration perdure. Et évidemment, tout ça est lié aussi aux autres enjeux environnementaux dans leur ensemble, et comme vous le mentionnez tout à l'heure avec les aires marines protégées. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une inquiétude de notre côté. Alors, il me reste deux questions dans le chat. J'ai une question, c'est a-t-on mesuré l'impact du Brexit sur la gouvernance d'un certain nombre de conventions internationales concernant le milieu marin type OSPAR? Est-ce que Justine ou Sarah, vous voulez répondre? Je pense que je vais laisser Sarah sur celle-ci. Yeah, sure. So the UK will still be a part of those international conventions, which is great because, you know, in the event of no deal, for example, it will be UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, which will still, to some extent, regulate fisheries in the UK. So hopefully we won't end up with this kind of wild west of the UK going off and setting fishing limits at unsustainable levels, because it will still be subject to those international conventions. The UK will also still be part of the international bodies. So, for example, the RFMOs, it's already applied to be a part of them as an independent coastal state, obviously now. So that's really helpful, obviously. UK, even if there isn't any deal, the UK will still be subject to international obligations on a number of these areas. The risk is that in the UK, we have
what's called a dualist legal system. So while we are subject to these international laws, they're not legally binding in the same way that they would be if they were domestic laws in the UK. So what that means is that if the UK breaches a term of international law, we'd be able to put political pressure on them for having breached it, but it would be very difficult to hold them to account from a legal perspective or kind of take them to court on that. So that's where we stand with that. And I think, again, reiterates the importance of having an agreement with the EU as well, so that we don't have to rely solely on the UK's international law commitments on this. Alors, je vais devoir conclure parce qu'il est 19h57 et que nous devons terminer à 20h. S'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas répondu, j'invite les spectateurs à nous envoyer un mail. Je répondrai aux questions qui n'ont pas été soulevées. Moi, je voulais remercier les intervenants d'avoir été là ce soir. On a pas mal débattu. J'ai trouvé que ce débat était interactif, était très intéressant. On va espérer qu'il y a un accord et on va envoyer tous nos vœux de succès à l'équipe des négociateurs. S'il y a un accord, on va faire notre travail, nous, au sein du Parlement européen, pour étudier cet accord dans les détails avant de le valider. Et on a demandé justement hier en commission pêche d'avoir un peu de temps. Alors malheureusement, on n'en aura pas beaucoup, mais on va devoir justement se pencher sur le texte pour pouvoir le valider. Et enfin, on veillera à ce que les principes de la PCP, donc la politique commune des pêches, en matière de durabilité, mais aussi de l'article 17, qui défend les petits pêcheurs, soient pleinement respectés. Moi, j'avoue que j'ai un rapport avec les petits pêcheurs, la petite pêche, qui me tient à cœur, et je ferai en sorte que cet article 17 soit respecté. Donc, merci à tous pour ce webinaire et voilà, merci et n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à m'envoyer un mail et je répondrai à toutes les questions. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Pour les intervenants, on a mis un lien sur le chat. Si vous voulez juste vous connecter sur le lien qu'on a mis sur le chat, il n'y en a pas pour très longtemps. Je voudrais vous parler quelques minutes. Merci. Merci beaucoup et au revoir à tous.